bonjour. Bonjour. Monsieur le Premier ministre, dans la préface du petit livre que j'ai ici, publié en 2011, à l'occasion du 20e anniversaire de la création de Voies navigables de France, dont vous avez été le père, le géniteur, vous rappelez que depuis votre élection à Conflans-Sainte-Honorine, vous vous êtes intéressé et vous avez bataillé sans cesse pour défendre la voie fluviale parce que, quelque part, vous pensez que c'est un enjeu majeur pour la France et pour l'Europe. Est-ce que vous pouvez rappeler très brièvement les avantages du transport fluvial par rapport aux autres modes de transport? C'est vrai que mon élection comme maire de Conflans-Sainte-Honorine m'a fait découvrir un monde que je ne connaissais pas. J'avais choisi d'aller à Conflans-Sainte-Honorine à cause de l'importance de la population ouvrière. C'était une ville qui avait vocation à être de gauche. Elle était gouvernée par la droite depuis très longtemps parce qu'elle avait grandi vite. C'était une ancienne agglomération de paroisses rurales. Et puis une grande usine de câblerie téléphonique s'est installée là et il y a eu beaucoup d'ouvriers. Mais Conflans, c'est une déformation du mot de confluent. C'est le confluent de la Seine et de l'Oise. Et dès que je me suis trouvé élu, j'ai eu à m'occuper des problèmes de la batellerie et à découvrir surtout que la batellerie fluviale était en déclin et que ça allait très mal. Et c'est là que j'ai tout appris en peu d'années, découvert que d'abord la voie d'eau chaque année perdait un peu de part de marché dans tout ce qui a transporté en France, au dépôt de la route principalement, à peine du rail d'ailleurs. Le rail lui-même, toujours vaincu par la route dans les arbitrages d'une puissance publique qui se laissait assez faire à l'automobile, se vengeait par du dumping sur la voie d'eau. C'était affreux. Et on voyait le moment où tout ça finirait très mal. En plus, le réseau navigable français, qui était immense, c'est le plus grand d'Europe, et il doit beaucoup d'abord à Colbert, qui était un immense constructeur de canaux, ensuite à Napoléon Bonaparte aussi, et enfin à la Troisième République, qui avait, sous l'impulsion d'un ministre qui s'appelait Freycinet, lancé un immense plan qui a dû occuper une quinzaine d'années, de 1885 ou 10 à 1907, moment où on finit le plan Freycinet. Et le plan Freycinet, c'était un maillage de tous les grands fleuves de France, les uns avec les autres, jusqu'au canal du Midi, jusqu'à la Garonne, etc. Et puis Rhône, Saône, Seine. Mais ce maillage était fait au calibre des péniches. Péniche, c'est un bateau très précis, je dis ça extrêmement strict, qui fait 28,50 m de long, 5,05 m de large et 2,50 m de tirant d'eau, je crois, même pas, un peu moins peut-être, et qui peut porter 400 tonnes au plus. Et donc nous n'avions que les péniches. Et depuis 1907, la France n'avait plus rien fait, rien. On a en fait réparé tous les 15 ans une écluse qui menaçait ruine, c'est à peu près tout. Et la seule opération significative a été faite peu après la guerre pour mettre au gabarit international, c'est-à-dire des convois poussés qui, eux, poussaient jusqu'à 3500, 4000 tonnes, 5000 tonnes même de minerais, n'importe quoi, sur le Dunkerque-Valenciennes pour traiter la sidérurgie et amener le minerai de fer aux unités sidérurgiques ou remettre le charbon aux sidérurgies quand elles étaient au bord de côte. Et donc, entre l'agglomération parisienne et sa puissance, se branchant sur la Seine, voie d'eau internationale aussi, elle, oui. Des sols de France. Et le Nord, il ne passait rien que des bateaux trop petits. Donc c'était de moins en moins rentable. L'idée, d'abord, on a été harcelé par les professionnels qui y avaient besoin d'aide puisqu'ils vivaient de plus en plus mal.
à Conflans, il y avait d'une part le musée national de la batellerie, bien sûr, le monument aux morts des deux guerres de cette profession, une bourse d'affrètement, c'est-à-dire un marché de voies d'eau, et puis un internat pour les enfants de bateliers. Il n'y en a que deux en France, et l'un des deux est à Conflans. Et même un pardon, je crois. Et alors une fête religieuse tous les ans qui s'appelait le pardon de la batellerie, d'invention d'un très ancien curé de Conflans, qui durait depuis 25 ans. Et pendant la campagne électorale, ou quand je suis venu mon père et David, la droite a essayé de faire croire qu'on allait abandonner le pardon de la batellerie. Au contraire, on va le regorer, on va dynamiser tout ça. Et c'est au cours de rencontres avec les professionnels, d'abord ceux de la batellerie artisanale, mais ensuite même les professionnels des sociétés, parce que quand ils sont sur les sociétés d'affrètement ou de remorquage, quand ils se sont aperçus qu'on était sérieux et qu'on était capable d'instruire des dossiers, enfin de réfléchir, ils sont même venus, nous avons eu plusieurs, dès 1900, j'ai été élu en 77. Et en moins d'un an, nous avions découvert que rien ne se faisait plus, que l'Office national de la navigation somnolait et n'avait plus de crédit pour entretenir la voie d'eau, et qu'on menait un drame. Parce que les canaux en voie de destruction n'accueillaient même pas bien une éventuelle puissance fluviale. Ça n'existait pas beaucoup d'ailleurs à ce moment-là. Il y avait un petit 10-15 000 aventuriers qui faisaient de la puissance fluviale. On est maintenant à 2 ou 3 millions par an. Oui, C'est un réveil formidable. Et c'est un réveil formidable parce que Voies navigables de France, mon enfant, a repris l'entretien des canaux. Mais nous voulions surtout entretenir les canaux pour améliorer aussi les transports de marchandises. Oui, il faut marcher Alors, sur deux jambes. la découverte, c'était que transporter des marchandises par la voie d'eau, ça coûte infiniment moins cher, non seulement que par la route, c'est de l'ordre de 15 fois moins cher à la tonne. Et naturellement, ça pollue infiniment moins, puisque un convoi moderne, alors un convoi de 4000 tonnes, il en passe quelques-uns sur la Seine, mais ils vont que de Paris au Havre, et puis il n'y a pas d'accès ailleurs, jusqu'à Compiègne. Ces convois-là remplacent, je crois bien, 1200 camions. Et 1200 camions, ça fait... 250 camions, je crois, à 20 tonnes, ça fait 5000 tonnes en barge. 250 camions à 20 tonnes. Ouais, ça fait 5000 tonnes. Alors oui, c'est ça, il faut 3 convois pour faire... Mais ça fait 4 trains entiers, hein. C'est énorme. C'est complètement énorme, et c'est en effet beaucoup plus économique. Et c'est beaucoup moins polluant à l'évidence. Alors nous avons compris assez vite qu'il fallait relancer la voie d'eau. Il y avait un rêve qui circulait. Tout le monde s'était emballé parce que c'était un grand projet qu'on n'avait pas très bien regardé comment ça pourrait tourner. Et ce rêve, c'était Rhin-Rhône. Ce rêve était né dans le milieu de la voie d'eau parce que, dans les milieux européens aussi, parce qu'à ce moment-là, on était en train de faire un immense chantier, fini maintenant, qui était Rhin-Main-Danube. Tout à fait. C'est-à-dire une voie d'eau navigable à 5000 tonnes, d'énormes convois, qui rejoignaient la mer Noire à la mer du Nord. Oui, par la fameuse fosse carolingienne que Charlemagne avait imaginée et que les Allemands ont refait. Je ne connais pas ce détail, mais effectivement. Et l'idée, alors ce Rhin-Main-Danube était un outil tellement puissant qu'il allait décentrer vers l'est d'environ 200 km une infrastructure navigable. Et pour la France, c'était dangereux, c'était une mise à l'écart d'une certaine façon. Mais lorsqu'on s'occupe de ça, nous sommes en 78, 79, 80, on s'aperçoit que en France, il n'y a aucun armement, aucun navire, aucun bateau prêt pour naviguer en convoi de 4000 à 5000 tonnes à la norme internationale. Pas non plus d'habitude de voyager de nuit, pas non plus de radar pour les piloter, les aider le long des canaux, impossibilité. Et par conséquent, tous les milieux professionnels comprenaient et attiraient notre attention, on a compris nous aussi tout de suite, que faire un Rhône
en commençant par ça, Oui, c'était faire, depuis Marseille, un boulevard navigable pour collecter avec le Rhin et le Nord, un boulevard navigable offert aux flottes néerlandaises, belges, luxembourgeoises, suisses, très puissants, les Suisses en navigation fluviale, très puissants, et puis naturellement allemands, mais que la France n'était pas capable d'en profiter. C'est ce qui nous a amené à penser que si la France pouvait et devait retrouver sa voie d'eau, il fallait qu'elle construise des navires, des chalands puissants, des remorqueurs, oui, qu'elle s'habitue à naviguer à 4000, 4500, 5000 tonnes de convoi, et pour ce faire, qu'elle apprenne à naviguer la nuit, avec des services constants, etc., etc. Et pour ce faire, il fallait un intérêt à transporter de France en France, si j'ose dire. Or, entre la puissante région du Nord-Pas-de-Calais et la puissante région de Paris, on ne passait pas. oui, oui. Or, il y avait à transporter des matériaux de construction, du charbon bien sûr, des voitures, au futur des conteneurs, mais on y pensait déjà, et puis surtout des matériaux de tous ordres pour le bâtiment. Et des céréales, bien entendu, puisque le bassin parisien, c'est la capitale céréalière de la France, c'est pour ça que nous existe. Voilà comment nous sommes arrivés à cette idée, et c'est un espèce d'accord entre les opérateurs professionnels, les sociétés, le port de Paris, la mairie de Conflans. Ça n'intéressait personne. À ce moment-là, je n'étais qu'un petit maire inconnu, et je n'étais même pas député. Personne ne me connaissait. Mais nous signions un accord en disant nous allons militer pour un canal Seine-Nord. Il faut déjà commencer à faire définir son tracé, étudier un peu, et puis faire une relance de la notoriété de la voie d'eau dans le milieu des transporteurs. Et tout le monde s'écartait, il y avait de moins en moins de gens qui passaient par la voie d'eau. Voilà comment ça commence. Et ça se passe. Je crois bien que l'adoption, le ralliement au projet Seine-Nord, ça doit être le pardon de la Matélerie 1978, ou peut-être 1979. Je n'ai plus un souvenir très bien. Alors ça n'intéresse personne. La presse ne s'intéressait pas à la voie d'eau, personne ne connaissait plus rien, et c'était les milieux de la Matélerie et Conflans qui faisait sa fête annuelle. Oui, parce que tous les canaux grand gabarit, pour l'instant, sont effectivement des cul-de-sac. Mais Et donc, non, ils se communiquent entre eux, mais pas pour plus de 700 tonnes. Voilà. Et donc, 700 tonnes rarement. Vous avez l'un des deux canaux qui relie l'agglomération parisienne au nord est à 700 tonnes. Les autres sont à 400 tonnes. oui. C'est des péniches. Parce que, donc vous avez arbitré à l'époque en faveur du projet Canal Seine-Nord à l'époque. On n'a pas vraiment arbitré. Disons, pour commencer par là et faire le reste ensuite. C'était pas. Ça nous a paru absolument nécessaire pour permettre une redécouverte de la voie d'eau par la France. Voilà. Et puis pour avoir beaucoup de choses à transporter. Voilà. Mais parce qu'aujourd'hui. On réfléchit sur ce que ça veut dire de transporter 1 million de tonnes de quelque chose. Gravier, matériaux de construction, sable, etc. Sur la partie du Rhône qui était au gabarit international, qui allait de Marseille à Mâcon. 1 million de tonnes, c'était le doublement du peu qu'il y avait. Transporter 500 000 tonnes. Donc c'était une énorme affaire et c'était pas très probable. Tandis que déjà, par les deux canaux, celui à 700 tonnes et celui à 400 tonnes qui unissaient Paris et le Nord, 1 million de tonnes, c'était 10% de plus. Il faisait déjà 8 ou 9 millions de tonnes. Oui. Donc, il y avait une probabilité que ça prenne. D'accord. Il y a plus qu'une probabilité, une évidence que la matière était là et qu'on pouvait le faire, à condition de commencer par Seine-Nord. Alors c'est là que la suite se passe. Il y a plein de hasards dans cette histoire. Je suis devenu maire de Conflans, la droite gouvernait encore la France, c'était le président Giscard d'Estaing, et je n'avais pas vocation à faire une carrière nationale, j'étais inspecteur des finances, tranquille dans mon coin. Et puis en 1981, un nouveau président de la République est élu, il s'appelle François Mitterrand.
j'entre dans son gouvernement ministre de l'aménagement du territoire. Alors ça peut déjà penser un peu. Et on a un de mes collègues et amis, un communiste, qui s'appelait Charles Fiderman, comme ministre des Transports. Il n'est pas ministre des Transports depuis 3 semaines, qu'il annonce le lancement d'un schéma directeur des transports en France. Air, fer, route. Je lui téléphone, je implore, j'arrache une audience très vite, tout de suite, enfin dans les 3-4 jours. Puis je lui dis, comment peux-tu oublier la voie d'eau? Et il commence par me répondre, enfin Michel, j'y pense plus, ça ne sert plus à rien, personne n'y croit. Bon. Alors je lui raconte notre observation, c'était que la voie d'eau en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Suisse et même en Allemagne, elle regagnait des parts de trafic. Les camions polluaient trop, ça se voyait, il y avait des accidents en plus, enfin, etc. Et les voies d'eau étaient bien entretenues, c'était encore une arme. Et partout, elle gagnait du trafic, il y avait en France qu'elle en perdait. Et on était déjà à ce moment-là à un petit 5-6% du tonnage de marchandises transportées en France, ce qui était ridicule. Donc je lui raconte tout ça, et puis de toute façon, il y avait l'héritage, tous ces canaux, il fallait bien les entretenir tout de même. Oui, oui. Et après tout, même devenant des éléments du patrimoine national et des itinéraires de plaisance, il fallait quand même qu'ils soient fréquentables et ne produisent pas d'accidents. Donc j'arrache l'idée que dans le schéma directeur des transports, il y aura un schéma directeur des voies navigables. Waouh, premier triomphe. Celui-là, c'est une victoire de 4 ou 5 mois après la mise en place du gouvernement de François Mitterrand. Mais il faut le faire, le schéma directeur des voies navigables. Et là-dessus, j'ai été un peu aidé, c'était la première fois, parce que ça a fait plaisir au ministère des Transports, qui a trouvé ça pas idiot. Il avait complètement laissé tomber la voie d'eau, il restait un sous-bureau où s'ennuyaient quelques ingénieurs, en général pas les plus talentueux. Tout ça était un peu mortifère. Mais il s'est piqué au jeu, le ministère des Transports. Et moi, je me suis imposé, comme maire de Conflans, en même temps que ministre de l'aménagement du territoire, d'aller moi-même aux commissions de travail préparatoires au schéma. J'ai conduit des délégations et mené ce plaidoyer que je viens de vous faire. Il ne faut pas commencer par un Rhône qui sera un boulevard navigable offert aux autres et laissera la France à l'écart. Il faut commencer par cette norme pour que la France se réveille. D'accord. Et on a gagné. Oui. Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui aux gens qui disent, j'en ai entendu, même Jacques Attali à un moment a dit que l'abandon du canal Seine-Nord aujourd'hui serait une chance pour Le Havre, alors que dans notre sens, si on a une vision dynamique, ouvrir le Seine-Nord, c'est aussi redonner un élan au port français qui s'étouffe parce qu'il n'y a rien. Jacques Attali est un de mes vieux amis, je le connais bien, je respecte beaucoup sa puissance intellectuelle et ses idées. Il arrive quelquefois de parler sans savoir. Le port d'Anvers, le premier d'Europe, il est alimenté pour 30% de tout son trafic par la métallurgie interne, par les voies d'eau internes au pays, avant d'aller à la mer. Le port du Havre reçoit par la Seine 5% de tout son trafic. Oui. Ok? C'est clair. Alors aujourd'hui, ce qui bloque surtout, c'est le financement. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que le fait que les derniers projets avaient été conçus en partenariat public-privé, où on a une situation où l'État est prêt à mettre sa part, mais où les entreprises de travaux publics qui ont le projet, quand ils vont voir leur banque, la banque dit prêter 5 milliards sur 50 ans, ça ne nous intéresse pas, parce que soi-disant c'est trop risqué, alors que tout le monde sait que les banques aujourd'hui jouent sur les marchés des dérivés des sommes énormes où ils prennent des risques inconsidérables et refusent de financer l'économie réelle. Alors, le problème du rôle des banques dans le financement de l'économie réelle dépasse de très loin la voie d'eau. Je ne veux pas entrer dans le détail de ça, c'est une évidence. Mais bon, c'est vrai que nous avons toujours des problèmes de financement, mais attention quand même, avant d'arriver au problème de financement, il faut dire déjà que le choix de faire un schéma directeur de la voie d'eau, puis le choix de donner la priorité à Seine-Nord, puis, quand je me suis trouvé Premier ministre, le choix de fabriquer l'outil pour les faire, qui n'existait pas, Voies navigables de France, Oui. ont été décisifs, parce que c'est Voies navigables de France qui a réveillé tout le dossier, qui a fait l'étude du tracé, le schéma, Oui. etc., etc. Il y a
sur papier, 15 ou 20 ans de travail là derrière. Oui, oui. Ça a été repris. Et voilà, de France a témoigné d'un dynamisme, d'un enthousiasme pour le Renault. Ils ont une vraie trouvé, passion. Oui, il y a maintenant un nouveau corps d'ingénieurs qui aiment ça, qui y croient. Et ceux-là, ils sont matinés écolos, si j'ose dire. Mais de toute façon, il y a un dernier élément du dossier qui n'est pas encore bouclé, c'est que la France est en discussion avec l'Union européenne, la Commission européenne, pour qu'elle prenne une grosse part du financement, parce que dans le projet des grands travaux européens annoncés par Jacques Delors et mort depuis, puisqu'on n'a pas fait grand-chose, il y avait déjà la Seine-Nord. Et l'Europe, tous les pays d'Europe, sauf nous, utilisent la voie 2. Même la Suède, dans le sud du pays, travaille beaucoup sur ces canaux, beaucoup plus que nous. Il n'y a que la France où la voie d'eau a disparu des cervelles. Elle n'est plus dans les mémoires, on l'a oubliée. Sauf le réveil de Voies navigables de France, il n'y a plus d'ingénieurs qui rêvent d'une carrière dans la voie d'eau. Et puis, il n'y a plus de transporteurs qui ont des vraies voies latines. À 5% du trafic, c'est pas grand-chose. Ils ont même la tentation de continuer à dévier. Et puis, à dévier vers la route ou le rail. Un autre exemple. C'est difficile de gérer le fret ferroviaire. Ce n'est pas une activité commode, sauf par les trains complets. Les trains complets, ça fait de l'argent. Mais le petit colis rassemblé, c'est très difficile à faire. Alors, aussi bien la Bundesbahn allemande que la SNCF française essayent de se débarrasser de leur fret ferroviaire. Mais la Bundesbahn, elle le fait principalement par la voie d'eau, et la SNCF, cruellement et stupidement, je veux dire violemment que c'est un crime écologique, ça, à travers Géodis, sa filiale de la chose, renvoie vers la route. On va aggraver la puanteur. Je pense maintenant qu'entre le formidable réveil de la voie d'eau, déjà dû à Voies navigables de France, et ceci avec les 400 tonnes, le Péniche. Plaisance à des millions de pratiquants, réveil déjà une augmentation de moitié du trafic par rapport à son niveau bas des années 90. Maintenant, ça recommence. Je pense qu'il a repris sa place. Et puis, tous les élus locaux, et pas seulement les élus locaux d'ailleurs, mais aussi les chambres de commerce et d'industrie, le long de Seine-Nord, ils ont réfléchi, ils ont intégré les projets Muris. Enfin, oui. Seine-Nord a pris sa place dans la pensée générale. Or, intensifier, continuer ce retour de la France vers la voie d'eau, c'est essentiel pour les transporter moins cher, pour être plus écologique, et au fond pour la rationalisation de notre économie en général. C'est à l'évidence un bon parti. Et d'ailleurs, dans la crise de l'an dernier, où pour des raisons budgétaires, on s'est mis à écheniller tous les projets qu'on avait partout, personne n'a nié l'intérêt du projet. Il est maintenant mentalement gagnant. Je pense qu'on va le sauver, même si on ne le fait pas tout à fait à toutes les dimensions avec tous les accessoires de première version de Voies navigables de France. D'accord. Est-ce que vous ne pensez pas que, en final, nos économistes doivent être très mauvais parce qu'ils sont généralement incapables de montrer la rentabilité du long terme, alors que le court terme qu'on peut chiffrer en termes purement financiers, ça, soi-disant, on montre que c'est rentable. Alors, justement, on a, comme vous avez dit, Colbert et des gens comme ça, qui étaient des gens qui pensaient en termes d'aménagement du territoire, étaient mieux capables de visionner et de voir le profit sociétal des grandes infrastructures. Beaucoup plus capables de le visionner, de le voir, et peut-être pas très capables de le calculer. Et une de mes colères, c'est de découvrir que le fameux taux d'actualisation. Vous savez que les financiers d'investissement, la puissance publique, les banquiers, ont un outil pour calculer le temps. Ça s'appelle le taux d'actualisation. Ça résume en un coefficient, un chiffre, le résumé du temps qui va venir pour calculer si un investissement sera rentable ou ne le sera pas. Et on a calculé le taux d'actualisation du canal Seine-Nord, comme on le fait pour tous nos autres projets, tous, sur 30 ans. C'est complètement idiot. Oui. On fait Seine-Nord, il va tenir 2 ou 3 siècles, sinon davantage. C'est presque définitif.
Exactement. Et donc là, j'incrimine, je trouve même, excusez-moi d'être violent, imbécile, enfin, je trouve disconvenant qu'un corps d'ingénieur n'ait pas vu passer l'idée que là, il fallait un instrument de calcul différent, qu'un calcul à 30 ans n'avait pas de sens, tout bonnement. Et calcul pour calcul, il fallait faire davantage d'efforts de méthodologie pour inventer l'outil. Et calculer probablement un taux d'actualisation sur 100 ou 150 ans. Et là, je suis sûr qu'il passe. On est tout à fait d'accord. Pour conclure, ma dernière question, c'est dans une de vos émissions, vous dites que très souvent vous avez dû piquer des coups de colère, des scènes colère pour faire avancer les dossiers. Est-ce que vous pensez... oui, bien sûr. Donc nous, à Solidarité Progrès, on souhaite que vous continuez à vous mettre en colère pour des bonnes raisons de temps en temps, et pour couper les banques en deux, et pour faire avancer le canal Seine-Nord. Écoutez, vous êtes gentil, j'en ai déjà fait beaucoup. La cause du canal Seine-Nord, je suis en train de me dire qu'elle est probablement gagnée. Il faut être à la veille. Je ne voudrais pas que pour des raisons budgétaires on l'enterre l'an prochain, mais tous ceux qui y touchent n'ont plus envie de l'enterrer. Ils ont compris. Mais en tout cas, il faut rester vigilant. Restons mobilisés alors. Merci. Merci beaucoup.